Bonjour à tous, je suis Guillaume Pieraski du GIP FIPAN, groupement d'intérêt public pour la formation et l'insertion professionnelle. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre du programme Interreg Alcotra pour le projet Apprendre à produire vert. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Losato-Giota, qui est un consultant en tourisme et en conseil de l'Europe, qui va vous présenter aujourd'hui deux modules, le tourisme durable, les objectifs et les limites. Voilà, je laisse la parole à Jean-Pierre et puis on se retrouve tout à l'heure. Si vous voulez préparer des questions, ce sera possible d'échanger avec le professeur. Bonne séance à tous. Merci beaucoup Guillaume. Voilà, donc aujourd'hui nous retrouvons, et bonjour à tous ceux qui sont en ligne, pour dire que nous allons travailler sur le tourisme durable. Évidemment, il y a des objectifs et des limites à tout ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde parle de ça aujourd'hui. Et finalement, on peut se poser la question de savoir, bon, qu'est-ce qu'on entend par tourisme durable, surtout si on veut faire passer ce concept qui s'inscrit plus globalement dans la durabilité générale, si on peut dire, de tous les phénomènes qui nous entourent, et faire passer ça notamment à des jeunes pour dire, voilà, tourisme durable, ça en jette, qu'est-ce que c'est quoi. La proposition, c'est de s'appuyer sur 4 modules. Il y en aura 2 ce matin, et puis il y en aura 2 en démarrage d'après-midi. Et ces 4 modules ont pour objectif, finalement, d'une part, de montrer l'importance et la complexité du tourisme, et d'autre part, d'apporter des témoignages, voire des choses relativement simples et qui peuvent servir à tout le monde pour mieux gérer ce tourisme, notamment sur les territoires. En sachant qu'il y a dans ce concept de tourisme durable tellement de choses qui rejoignent un tas de facteurs. Je dis souvent que le tourisme, c'est la chose la plus complexe que je connaisse. Parce qu'en effet, nous allons voir que ça touche tellement de domaines, ça paraît simple au départ. Quand on pense qu'un touriste, il va d'un point A, de chez lui, et puis il va à un point B, c'est la destination, et qu'ensuite, de ce point B, il retourne chez lui au point A. Ça paraît très simple. Mais les impacts que cela entraîne sont extrêmement nombreux et parfois considérables. Vous avez certainement peut-être vu dans les actualités ou par les médias qu'il y a des gens qui protestent aujourd'hui, qui disent voilà, il y a trop de touristes, d'autres qui disent on habite nos plages ou nos cités. C'est un peu nouveau. Et peut-être que ces protestations ont leur fondement ou non, mais peut-être que ces protestations, justement, soulignent le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du tourisme n'importe comment, et que tout compte fait, le tourisme durable devrait être un objectif, un moyen, certainement, de mieux contenir les phénomènes. Voilà donc, poser un petit peu les prémices, si je puis dire, de notre rencontre, de notre étude. Dans le premier module, tout en voir, voilà, d'abord je vais m'en présenter 4, j'ai 4 modules. Vous voyez, pour comprendre tout ça, il faut partir un peu des définitions et poser une problématique complexe. C'est indispensable, sinon de quoi on parle. Puis le deuxième module, qu'on verra ce matin, c'est une mondialisation inégale. Et nous verrons que cette mondialisation inégale a quelque chose à voir avec le durable. D'ailleurs, tous les modules que nous allons passer en revue, étudier, il y a 2 fils rouges. Le premier fil rouge, c'est de dire, oui, la durabilité, où est-elle? Et le deuxième fil rouge, si j'ose dire, puisque je suis géographe au départ quand même, c'est de dire que le territoire, la destination, le territoire, c'est la matière première. Donc, ces 2 choses-là, il faut les avoir dans la tête pour comprendre tout le processus qui va nous amener ensuite, dans l'après-midi, à partir de 14h30, je crois, à voir effectivement les 2 autres modules qui vont répondre de façon, je dirais, de plus en plus précise à ce problème de la durabilité. Donc, commençons par le début, si j'ose dire. Bien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition du tourisme durable? Voilà. Et puis, ensuite, je dis que c'est une problématique très complexe. Parce que dans le fond, le tourisme, c'est quoi? Ce sont des pratiques de loisirs, finalement, qui sont délocalisées. Et on peut se demander, mais ces pratiques, est-ce qu'elles sont en accord avec les destinations? Et ces pratiques, est-ce qu'elles n'entraînent pas d'autres impacts dans d'autres domaines? Bien.
Et puis, je aussi, c'est que à la fin de cette problématique, qui est une problématique qui va être transversale par rapport à tous nos modules, c'est de dire, bon, on parle d'écotourisme, par exemple. Hein, nous y reviendrons. Qu'est-ce que c'est que l'écotourisme? Est-ce que ça veut dire que l'écotourisme, c'est un tourisme durable ou non? Et puis, j'apporte quelque chose, je ne dirais pas nouveau, peut-être nouveau pour certains, mais qui ne l'est pas pour moi, pour notre équipe, les gens avec qui nous travaillons depuis longtemps, que ce soit d'ailleurs à l'université avec des professionnels ou des institutionnels, c'est le concept d'optimum touristique. Et vous verrez que je n'ai pas employé le concept de durable touristique, je dis bien optimum touristique, et vous verrez ce que ça veut dire parce que ça a une connotation extrêmement pratique. Donc voilà, poser, si j'ose dire, les premières définitions qu'il nous faut mettre en place. Alors tout de suite, des définitions du tourisme durable. J'en ai retenu au moins 4. C'est pas jeu, hein, quand je dis jeu, ça veut dire que nous sommes beaucoup à retenir ça. Il y a d'abord une vision naturaliste du tourisme durable. C'est-à-dire, le tourisme durable, ce serait dans le fond que le territoire, les paysages, toutes les activités, tout ce qu'on rencontre sur les destinations. Voilà, on ne bouge pas, c'est naturel, il faut respecter la nature, il faut respecter le paysage, il faut respecter les écosystèmes, il faut respecter la faune, etc. Et puis, ça pourrait être quelque chose de simple finalement, hein, respecter les paysages, pourquoi pas. Puis il y a la définition écologiste. Alors, pourquoi écologiste? Quand on parle d'écologie, il faut s'entendre. L'écologie, en soi, c'est une science qui dit, bon, j'étudie les écosystèmes, je vois quels sont les rapports, par exemple, qui existent dans la mer entre la faune marine, la végétation marine, par exemple. L'écologie, ça veut dire aussi, est-ce qu'on doit tenir compte ou pas des rapports d'équilibre qu'il y a entre les hommes et les animaux? Bon, on va aller très loin comme ça. Mais il y a la science, l'écologie, ça existe, on ne peut pas le nier. Alors, écologiste, petite notion un peu plus particulière. Ce seraient des gens qui seraient peut-être plus avancés, je ne sais pas, qui disent, ah ben nous, non, nous voulons vraiment, dans tous les domaines, que l'alimentation soit écologique, donc on va, par exemple les véganes, on voudrait qu'on n'utilise plus comment dirais-je, les matières premières fossiles pour le transport, par exemple, des gens, etc., etc. Donc, vous savez qu'il y a des débats certainement très nombreux. Alors, pour des élèves ou des étudiants, il faut aborder, si j'ose dire, la plupart des aspects. Hein. On ne peut pas dire celui-là il a tort, celui-là il a raison, mais il faut aborder tous les aspects. Et puis, il y a peut-être aussi une définition rurale. Pourquoi pas du tourisme durable, hein. La ruralité, on nous dit souvent que les paysans sont ceux qui sont en charge des territoires, des terroirs. Et est-ce que maintenir une agriculture, je dirais, de plus en plus bio, hein, voilà, est-ce que ça aussi, ça rentre dans le tourisme durable? Je dois dire qu'aujourd'hui, il y a en effet des offres touristiques qui se raccrochent à tout ça, un naturaliste, écologiste, rural. Et je vois par exemple l'un de nos anciens managers qui était formé chez nous il y a quelques années, lorsque je dirigeais à Paris 300 le pôle d'ingénierie pour les professionnels. Eh bien, certains de nos anciens aujourd'hui, en effet, font du tourisme à l'Amazonie ou dans des régions qui peuvent encore rester intactes, si j'ose dire. Donc, ce qui montre bien qu'on va dans tous les sens et on va partout. Et puis, est-ce qu'il existe une définition commerciale du tourisme durable? Alors, cette définition commerciale du tourisme durable, hein, imaginez un petit peu, hein, c'est une vision là aussi très discutable. Il y en a qui disent non, 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 le tourisme durable ne peut pas être absolument pas du tout quelque chose qui soit commercial. Et puis d'autres disent non, non, quand même. Je me rappelle par exemple d'un meeting international auquel j'ai participé il y a déjà quelques années à Venise, où nous étions, entre guillemets, plein d'experts, n'est-ce pas, sur la question. Et j'avais interrogé un hôtelier, parmi les hôteliers qui étaient là, en disant, mais vous, qu'est-ce que vous entendez par tourisme durable? Alors l'hôtelier me dit, vous savez, moi, bon, j'entretiens mon hôtel, tout ça, bon, j'essaie de faire en sorte de limiter le chauffage. Mais pour moi, c'est ce que c'est commercialement. Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que je vais remplir mon hôtel
toutes les nuits pendant de longues années. Vous voyez, donc, c'était une réponse effectivement très commerciale. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est le cœur du tourisme, c'est quoi? Le cœur du tourisme. Alors voilà une proposition pour le cœur du tourisme. Le cœur du tourisme, j'ai essayé de faire une synthèse très simple. C'est d'abord un rêve. Oui, un rêve. C'est d'abord ce loisir. Et souvent on nous dit, la définition du tourisme, c'est quoi? C'est un loisir qui se passe en de chez soi. Bon, d'accord. Et puis, ce rêve, on peut le mettre entre guillemets. En fait, ce rêve, derrière ce rêve, il y a quoi? Ben, il y a d'abord que, par exemple, un touriste va dire, ici nous sommes sur la Côte d'Azur, n'est-ce pas? Un touriste va dire, moi, je vais, je sais pas, je vais faire des activités balnéaires et nautiques. Alors, il va choisir évidemment la mer, évidemment. Un autre dit, ah non, non, moi, je vais faire du ski. Bon, il va faire du ski. Bon, très bien, alors qu'est-ce qu'il va? Il va choisir peut-être l'Isola 2000, je ne sais pas, Valbert, Invitation, voire ailleurs. Donc, le rêve, c'est d'abord une pratique que l'on veut exercer quelque part et qu'on délocalise en fonction de cette pratique. Et puis en même temps, c'est un temps libre. Évidemment, ce n'est pas le temps de travail. Sinon, toujours dans ce rêve, il y a d'autres rêves. Il n'y a pas que du ski, il n'y a pas que des activités balnéaires. Il y a par exemple le fait que quelqu'un dise « Ah ben moi, je vais faire le tour des musées de la Côte d'Azur. » C'est un rêve culturel, entre guillemets. Alors du coup, on va aller visiter, je ne sais pas moi, le musée Chagall, le musée Matisse, ou pourquoi pas Picasso Antibes. Oui, donc il y a toutes les sortes de choses qu'on puisse faire. Par exemple, à Paris, on voit bien que Paris a d'abord une offre culturelle. Hein. Les gens vont au Louvre, ils font la queue pour aller sur la Tour Eiffel, ils vont à Montmartre, et on peut continuer longtemps comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le rêve, c'est ce qu'on aimerait faire avant de partir, hein, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ensuite, il y a un choix que le touriste fait, il dit, bon, j'ai décidé de mettre en pratique ce rêve, et il part dans une station de ski. J'ai décidé d'aller visiter des musées, et il va donc chercher une offre commerciale qui va lui permettre d'exercer cette activité. Donc voilà, et ce qui veut dire que si on devait diviser toutes les pratiques quelles qu'elles soient, se répartissent en deux camps, si j'ose dire. Soit ce sont des pratiques hard, nous appelons hard, c'est-à-dire sportives, où vraiment là, le territoire est capital parce que c'est la matière première directe. Et puis il y a des pratiques qui sont plus soft, pratiques culturelles, des concerts, pourquoi pas des voyages d'affaires et autres. Donc il y a déjà ces deux grands domaines. Ensuite, dans la réalité, si on regarde donc le cœur du tourisme, une fois qu'on a décidé, il faut savoir où on va, combien de temps on va rester, et quels sont les services qui sont sur cette destination pour nous accueillir, pour nous transporter et autres. Donc, tout ça, ça se tient, quoi. Hein. Le déclencheur du système, c'est le rêve. C'est-à-dire les pratiques, en réalité, de loisirs. Après, donc, on va arriver un jour, 2 jours, 3 jours. Je vois bien que dans les congrès, les voyages d'affaires, 3 jours, c'est le maximum, en général, c'est clair. Par contre, si on fait un séjour, par exemple, touristique de 5-6 jours au ski, alors là, évidemment, c'est plus long. Mais il faut des services. Alors, ces services, c'est quoi? Premier service, nous le verrons, c'est le transport. Et ensuite, il y a l'hébergement. Et on voit bien que très longtemps, pendant très longtemps, le tourisme s'est développé d'une manière un peu au feeling. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui, de façon simple, prenaient des vacances, il fallait les transporter et les héberger. Donc, pendant très longtemps, les principaux leaders, si je veux dire, du tourisme, c'était les hôteliers, les restaurateurs, tous les gens des services. Et finalement, les territoires, les destinations, au départ du tourisme, par exemple, au moment des congés payés de 1936 et même après la Deuxième Guerre mondiale, les destinations elles s'adaptaient comme elles pouvaient. Voilà. Elles ont été plus ou moins développées, nous le verrons. Et du coup, si je dis ça, c'est parce que au départ, que ce soit les transporteurs, que ce soit les hôteliers, que ce soit les destinations, il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de tourisme durable. On parlait très très peu d'écologie. Et si on en parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, le tourisme a généré tellement de facteurs, tellement d'impact, que nous allons voir que du coup, ce cœur du tourisme qui reste toujours d'actualité, en fait,
il faut expliquer pourquoi aujourd'hui on se pose les questions des objectifs et des limites du tourisme. Avant de répondre à tout ça, à cette complexité, vous voyez bien qu'il y a d'abord un élément clé. Alors cet élément clé, le voici, peut-être que vous l'avez rencontré déjà, dans les médias on en parle, on me dit ah, il va y avoir bientôt 1,6 milliard de touristes qui vont faire du tourisme international dans le monde. Alors ce document, ce graphique si vous voulez, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que, d'une part, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans le pré-tourisme, d'ailleurs le mot tourisme, parce que c'était peu utilisé avant 1939. On parlait de villégiature, on parlait de séjours aristocratiques, bourgeois. Bon, la Côte d'Azur, en fait, très intéressant, parce que la Côte d'Azur, finalement, quand on fait l'analyse de la Côte d'Azur, on s'aperçoit que la Côte d'Azur, c'est certainement la plus ancienne région où a démarré le tourisme dans le monde. Je m'explique. La Côte d'Azur, en 1914, par exemple, déjà était très développée, je dirais, dans une sorte de pré-tourisme, parce que si ça a démarré avec les Anglais, les Russes et autres, les aristocrates qui commençaient à arriver sur la Côte d'Azur après 1860, surtout avec l'arrivée des chemins de fer en 1865, eh bien, cette Côte d'Azur, elle a mis en place plein de choses. Parce qu'avant la Côte d'Azur, c'est vrai que Brighton, sur la côte anglaise, avait commencé avant. C'est vrai que le Touquet, sur la côte picarde, sur la côte d'Opale, avait commencé avant. Mais à l'époque, c'était plus des séjours de villégiature, ce n'était pas du tourisme. Les gens venaient à des stations thermales, ils passaient l'hiver, comme sur la Côte d'Azur. Mais sur la Côte d'Azur, la différence importante, c'est que de la villégiature, qui a commencé donc fin du 19e jusqu'au tourisme d'aujourd'hui, il y a une continuité formidable. C'est-à-dire que finalement, la Côte d'Azur, c'est mon laboratoire. Je le dis, même si, c'est bien, je suis originaire aussi de la Côte d'Azur au départ, mais vraiment. Alors du coup, on revient à ce graphe, et qu'est-ce qu'on voit ce graphe? On voit que à partir de 1960, là, ça y est, ça commence à grimper. Alors, ce qui est important, c'est l'Europe, qui est tout en bleu. Alors, dans l'Europe, on met tout. On met la Russie, le continent européen lui-même. Alors, on voit bien que ce bleu-là, alors il grimpe très fort. Bon, et il arrive qu'en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, et en 2020, c'était une projection, je vous signale, c'est intéressant. Vous voyez, 2020, peut-être qu'on arrivera en 2020, nous y sommes, hein, à 1,6 million. Ce n'est pas tout à fait. La croissance continue. Mais surtout, si vous regardez les autres couleurs, c'est-à-dire, si on prend l'Amérique, alors Amérique, vous voyez, ça c'est l'OMT, c'est ça qui est embêtant, c'est que l'OMT dans Amérique, elle met Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Vous voyez, elle met tout dedans, bon, évidemment. Et puis, il y a l'Asie orientale, le Pacifique, là aussi, l'OMT met tout dedans. Bon. Et puis, ils ont l'Afrique et évidemment l'Afrique et puis le sud de l'Asie. Pourquoi le sud de l'Asie à part? Bon. Moi, je dirais simplement ceci. On ne tient pas compte, si vous voulez, exactement des réalités statistiques de chacune de ces zones géographiques. Mais ce qui est sûr, c'est que le relais de l'Europe a été pris maintenant, on le voit bien quand même, par d'autres régions du monde. Alors, ce qui est très intéressant, c'est deux choses quand on analyse ce genre de documents. Première chose, c'est que le tourisme, qui était quelque chose de presque confidentiel, quoi, si on peut dire, hein, a connu, à partir des années fin 50-60, une croissance formidable. Elle était arithmétique. Jusqu'en 2000, années 2000, on voit bien, là, au début des années 2000, ça reste encore plus ou moins arithmétique. Et puis maintenant, si je devais prendre un langage un peu plus mathématique, je dirais, ben, c'est devenu exponentiel. C'est-à-dire que le logarithme s'accélère, et on voit très bien que, oh là là, entre 2005 et 2020, en 15 ans, on a quasiment augmenté presque de 40 à 50% le nombre de touristes internationaux. Ces statistiques disent que ce sont les touristes dits internationaux. Or, les touristes internationaux, c'est ceux qui franchissent les frontières, c'est tout. Alors, vous imaginez, un Allemand vient en France, il est comptabilisé. Un Français va en Italie, il est comptabilisé, vice-versa. Il faut faire très attention à ces grandes statistiques, parce que, évidemment, si on devait faire des études plus précises, elles existent, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, on va le faire. Hein. Mais c'est pour dire que, bon, les statistiques les plus sûres, elles sont toujours locales, finalement. Nous verrons un petit peu ça.
Mais ce que je veux dire, quand on regarde ce trend, comme on dit, donc cette projection, hein, cette croissance, seules les activités touristiques connaissent une croissance aussi forte. Alors qu'il peut y avoir des crises, alors qu'il peut y avoir à un moment donné des arrêts à cause du terrorisme, alors qu'on nous parle de difficultés agricoles, enfin, tout ce qu'on peut voir autour de ça. Le tourisme, lui, c'est étrange, il continue à grimper. Mais j'ajoute ceci, c'est qu'il grimpe grâce au pouvoir d'achat en croissance moyenne de certains pays. Donc attention, si nous avons effectivement aujourd'hui plus de touristes qui font du tourisme dans le monde que de population mondiale en 1900, par exemple, eh bien, c'est parce que le pouvoir d'achat, notamment des anciens pays industriels, a permis à une grande masse de gens de prendre des vacances ailleurs. Mais attention, il ne faut pas oublier tout de même que nous avons encore pratiquement quelque chose comme 60% des habitants de cette planète qui n'ont pas droit au tourisme. Il faut quand même le rappeler. Alors voilà donc l'explication de tout ça, mais tout ça pour en arriver où? Et pour dire que pareil phénomène ne peut pas rester sans impact, évidemment, durable, plus ou moins durable. Imaginez, rien que sur le plan quantitatif, hein, nous avons là des questions qui peuvent se poser. Et on voit bien que si je faisais un rapprochement hein, entre le tourisme récent, si je veux dire, et les protestations récentes, on voit bien que, tiens, il semblerait qu'il y a une sorte de conjoncture qui fasse se rejoindre les deux phénomènes. Cela étant posé, nous voyons quels sont les domaines où les impacts touristiques seraient plus visibles. On est compte, je répète, on part du point A pour aller au point B, du point B on vient au point C, et entre-temps, on a fait tout ça. C'est-à-dire que impact sur les transports, verrons, impact sur les infrastructures, impact financier, impact industriel, impact agricole, impact sur les emplois, impact sociaux, impact culturel, écologique, enfin bref. On peut passer beaucoup de temps dessus. Mais c'est pour vous dire qu'il faut sensibiliser les gens au fait que le tourisme, les activités touristiques ont quand même, c'est incroyable, des impacts. Tous ces impacts que je viens d'évoquer, je reviens un petit peu, tous ces impacts que je viens d'évoquer, si je prends par exemple les transports, vous allez voir, bien aujourd'hui, aujourd'hui même, à l'instant T auquel je parle, on peut se dire, bon, où sont les touristes? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a des touristes qui se baladent dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux dire, si l'on prend en ce moment même les transports aériens, hein, les transports aériens, bien ces transports aériens, aujourd'hui on les sentait, hein, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui pourraient me dire, tiens, oui, au-dessus de la planète, là, dans les airs, il y a combien d'avions qui volent là en ce moment, entre 16 000 et 17 000 avions qui tournent dans le monde. On est compte hein? Alors, où est-ce qu'ils vont tous ces avions? Ah, bien sûr, ils vont bien à Paris, etc. Maintenant, la question serait, combien de touristes actuellement, là, l'instant T, dans ces avions? Alors, on a fait des évaluations. On a fait des évaluations avec des tours opérateurs, par exemple. On nous dit, en gros, il y en a qui nous disent, on pense que là, l'instant T, sur les 16 000 avions, il y a 5% pour les touristes. Bon, tu sais, hein, on va dire exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que si on prend la même chose en 1970, il n'y en a presque pas. Et après, si on grimpe jusqu'à nous, on voit bien que sans arrêt, et aujourd'hui, il y a même des compagnies aériennes qui nous disent, ah ben nous, aujourd'hui, sans les 10% ou 12% de touristes, vous ne pouvez pas tenir le choc. Oui, c'est pour vous dire vraiment les impacts énormes qu'il y a. Bon, j'ai pris l'exemple du transport, mais on pourrait prendre les finances. Bon, quelle est la part, par exemple en France, du tourisme dans le PIB? Intéressant, hein? Le tourisme dans le PIB, tiens, si on met les Français, je dis que c'était eux qui dépensaient le plus, si on met les étrangers, eh bien, dans le PIB, il faut savoir que le tourisme, c'est au moins quelque chose. Alors certains le disent 2% du PIB, ce qui serait pas mal du tout, attention. Hein. Pour les hôteliers, on regarde nous, c'est énorme, ça représente 80% ou 70% selon les lieux, etc. Donc vous voyez tout ce qu'on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est de sensibiliser les élèves, les étudiants, voire le public, à ce type de phénomène, à tous ces impacts qui sont, il faut le dire, extrêmement importants.
Alors, sans parler en détail de l'agriculture des emplois, alors, les emplois à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale. Le nombre d'emplois à l'échelle mondiale, nous en parlerons, vous verrez, est considérable. Mais là, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, l'aspect culturel, les aspects écologiques, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et tous ces impacts, nous aurons l'occasion de les voir tout de suite, juste après peut-être une minute ou deux, s'il y a des questions à poser. Alors, merci Jean-Pierre pour cette présentation. Donc, on vous l'a dit en début de présentation, vous avez la possibilité de poser des questions. Et on a deux questions qui nous sont posées. Stéphanie, pour une première question, comment évaluer l'impact du trop grand nombre de touristes? Ça, c'est une première question. Et puis, on a Christophe qui nous demande, la croissance du tourisme est-elle durable dans le temps? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre? Eh bien, écoutez, je reprends la première question, qui est donc… comment évaluer l'impact? Voilà, comment évaluer l'impact du trop grand nombre de touristes? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être des moyens. Aujourd'hui, il y a des équipes qui s'en occupent, il y a des gens un peu partout qui essayent de voir quelque chose. Seulement, on n'a pas vraiment d'indicateurs communs, etc. Moi, personnellement, je vais vous dire, quand j'ai commencé un petit peu, ça comme Astérix dans la potion magique, là, je suis tombé dans le tourisme. À l'époque, j'étais très étonné de voir qu'on n'avait pas de moyens pour dire vraiment quel est l'impact de tout ça. Et comme j'avais une formation de géographe et en même temps de géographe technique, scientifique, j'ai posé des questions et j'ai commencé par chance à travailler avec des gens sur le terrain. Alors du coup, il y avait au moins une chose qui était sûre pour l'évaluer. C'est dire, voilà, si on a un trop grand nombre de touristes, par exemple sur cette plage, moi j'ai travaillé il y a 30 ans, sur des plages de la Tunisie, des plages de l'Adriatique près de Rimini, où les gens nous disaient, écoutez, on a un problème, là, voilà, on ne sait pas, là, il y a trop de gens. Alors, on a créé un indicateur simple, qui était la capacité de charge territoriale. Et la capacité de charge territoriale, alors là, elle est universelle. C'est facile à comprendre. Si, par exemple, je prends la promenade des Anglais ici, je prends la plage qui va depuis le quai des États-Unis jusqu'à l'aéroport, donc toutes ces plages, eh bien, on l'avait fait. Ce qui fait que si on met, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose comme, allez, on va dire, 10 personnes à l'hectare sur la plage, 100 personnes à l'hectare, 300 personnes à l'hectare, ben là, on voit, hein, plus il y en a, plus on a des problèmes de déchets, plus on a des problèmes d'érosion, etc. Alors, selon les plages, on a créé un indicateur technique très simple, c'est qu'en fonction des écosystèmes, en fonction de la géologie, de la géomorphologie, enfin tout ce que vous voulez, j'avais un collègue, d'ailleurs ce collègue, tiens, c'est intéressant, c'est un spécialiste de l'Université de Nice, qui là-dedans d'ailleurs travaille plutôt en Angleterre, et qui avait travaillé sur tous les types de plages, pour voir, voilà, alors sur cette plage, les gars, attention, si vous mettez 100 personnes à l'hectare, on fiche tout en l'air. Donc vous voyez déjà, on a là des aspects quantitatifs. Après, le nombre absolu, c'est encore autre chose. Est-ce que, par exemple, les gens qui prennent les avions, les voitures sur les autoroutes, dans l'air où vous voulez, ben, ça provoque quoi? Ça provoque peut-être des embouteillages, certes, mais ça provoque aussi des impacts importants. On sait par exemple que les gros navires de croisière, trop nombreux sur certains ports, ils ne peuvent plus rentrer. Donc, vous voyez, il y a aujourd'hui, toutes ces questions se posent. La seule différence, je crois, aujourd'hui, c'est que l'équipe que je manageais fut un temps, qui était composée de gens très différents, hein, les sociologues, les ingénieurs et autres, on travaillait surtout là-dessus, sur des cas et sur des indicateurs. Voilà donc la réponse. Voilà pour la première question. Alors la deuxième question… C'était la croissance du tourisme est-elle durable dans le temps? Voilà. Alors là, c'est une super question. La réponse est non. On ne peut pas continuer tout le temps. Si, nous verrons tout à l'heure, hein, si certains, je dirais, facteurs ne sont pas respectés. Donc c'est vrai que si on continue comme aujourd'hui, je dis bien comme aujourd'hui, je précise bien, si on continue comme aujourd'hui, on arrive à des limites. Je dirais pourquoi dans les modules suivants. Un peu de suspense quand même. Hein, vous voyez, voilà. Donc c'est pour dire que effectivement, il y a des réponses. On peut avoir des réponses aujourd'hui. Sans calcul, il n'y a pas de réponse. On va voir au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On les posera bien sûr au professeur Jean-Pierre Losato qui est avec nous. Et on enchaîne sur un deuxième module. Tout de suite, je vous redonne la main, Jean-Pierre. Merci, Guillaume. Et on se retrouve pour les questions. D'accord, ça marche.
Voilà, donc on a posé tout de suite les problématiques. Oui, elles sont nombreuses, hein. Elles sont quantitatives, elles sont aussi sur les statistiques, et puis sur les impacts. Alors, le module suivant, c'est, donc ça continue, il y a toujours un fil rouge, je vous l'ai dit, c'est la mondialisation inégale. Alors, mondialisation inégale, j'ai pris ce. Alors, il faut savoir que toutes ces sources sont des sources que l'on retrouve sur Internet, à l'OMT, tout est vérifiable. Alors, d'abord, j'ai pris ça comme ça, un classement par pays. Ouais, bon, classement par pays. Vous savez que la France s'honore d'être un grand pays, première destination internationale, j'insiste là-dessus, du tourisme. Donc, quand on regarde la répartition par pays, vous voyez, alors j'ai pris évidemment les 18 pays, en gros, les 20 pays à peu près, qui sont en tête aujourd'hui, en 2019. Ce sont des estimations. Donc, si on voit ça de près, on voit que la France a un leader, près de 90 millions, c'est l'estimation des autorités françaises. On voit que juste derrière la France, nous avons l'Espagne, nous avons les États-Unis, la Chine qui n'arrête pas, évidemment, c'est le Chine, le fait. Imaginez, il y a 10 ans, la Chine était en bas, hein, vous vous rendez compte? Donc l'Italie, le Mexique qui a fait des projets, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Donc on voit bien qu'il y a des pays qui sont émergents, quoi. Alors le cas de Hong Kong est assez particulier, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. La Malaisie qui arrive, le Canada, la Pologne, Macao aussi c'est particulier. Bon, même l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, on peut se dire, mais tiens, vu le régime de l'Arabie Saoudite, on peut être étonné de voir qu'en l'Arabie Saoudite, il y a plus de 16 millions de touristes étrangers qui vont là, c'est incroyable, quoi. Et oui, sachez que l'Arabie Saoudite a lancé un appel, hein, à coopération professionnelle, parce qu'elle dit, voilà, est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient nous aider pour développer l'écotourisme en Arabie Saoudite? Oui, oui, bien sûr, incroyable, hein. Voilà. Mais oui, nous sommes prêts à collaborer avec des spécialistes qui peuvent nous aider pour valoriser le tourisme rural, le tourisme dans des zones désertiques et autres. Voilà. Alors, la critique qu'on peut faire de ce tableau, si je veux dire, évidemment, ça rejoint la critique précédente sur les statistiques internationales dont je parlais. Vous savez, je disais que est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, si on prend le cas de la France, c'est significatif. Comment on fait pour savoir si on a 90 millions? Alors, tous nos amis qui travaillent sur la question me disent, ben voilà, le problème, c'est que depuis longtemps, en France, on a abandonné pratiquement de faire des enquêtes multiples, transversales, etc., compliquées. Alors, on fait des sondages. On fait des sondages, on demande à l'hôtellerie, vous avez moyen de dire à peu près combien d'étrangers. Surtout qu'en France, nous sommes le seul pays où on n'a plus besoin de carte d'identité. Alors, on ne sait même pas, à la limite, si les hôteliers ne le disent pas, quelle est la part des étrangers, quelle nationalité. Alors certes, les tours opérateurs, c'est plus facile parce que eux, ils enregistrent directement avec les clients, donc c'est plus facile. Voilà. Et puis, on fait des sondages aux autoroutes. Voilà. Voilà. Vous avez un Allemand qui traverse la France, excusez-moi, mais comment on fait pour savoir si ce bonhomme, il va rester en France ou pas? Est-ce qu'il va en Espagne? Est-ce qu'il va ailleurs? Vous voyez, c'est très, très discutable tout ça. C'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment de statistiques, de système établi universel. Même si l'OMT essaye de dire aux gens, quand même, essayez de trouver un système universel. Et d'ailleurs, une chose peut-être que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, on a effectivement, dans des domaines comme l'agriculture, l'industrie, imposé des normes, des statistiques, des systèmes communs. Eh bien, le tourisme échappe à la communauté européenne en tant que telle. En effet, le tourisme, jusqu'à nouvel ordre, reste de la souveraineté nationale de chacun des pays de l'Union européenne. Donc, ce qui fait que chacun fait les stats comme il veut. Je le vois bien quand je travaille par exemple sur l'Italie, la façon de faire les stats des Italiens sont très différentes finalement de celles des Français, quoi. Voilà. Et je revenais sur Hong Kong aussi, pour dire que Hong Kong, alors on prend l'aéroport international, on est compte, Hong Kong, il y aurait quoi? Plus de 27 millions de touristes à Hong Kong, ça paraît semblable. D'ailleurs, où est-ce qu'on est, entre parenthèses,
C'est vrai qu'on met là-dedans, les voyages d'affaires, c'est du tourisme, très discutable. Les congrès, c'est du tourisme, très discutable. Vous voyez tout ce qu'on peut dire là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la répartition géographique des touristes dans le monde est très inégale. C'est ça surtout qui est très intéressant. Je vais dire pourquoi. Et ça rejoint un peu le problème des impacts tout à l'heure, de l'évaluation des impacts tout à l'heure. En effet, si, on va voir tout à l'heure avec le document, si on regarde bien, il y a des pays qui n'apparaissent pas là. Hein. On voit bien que, par exemple, bon, les Maldives ne sont pas. Hein, voilà. On voit bien qu'il y a des pays africains qui n'y sont pas. Alors que le tourisme a tendance à aller partout, même dans les zones arctiques. On a donc une contradiction entre la diffusion planétaire du tourisme et la réalité, la concentration relative, géographique du tourisme. Et je prends comme exemple les îles. Je me suis amusé à calculer, en prenant les stats classiques, où sont les touristes qui choisissent d'aller passer des vacances dans une île. Rien que cette semaine, en faisant quelques sondages autour de nous, on a des amis qui sont partis aux Canaries, là, récemment, parce que aux Canaries, c'est formidable, hein, on y arrive assez vite, et il fait beau. C'est l'été. Bon, d'accord. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah, moi, je vais à Malte. D'autres nous disent, je vais à l'île Maurice, Phuket. Mais alors, il y a quelque chose qui est étrange, là. Vous voyez, par exemple, dans ce tableau, où nous avons 18 îles, ces 18 îles, ou archipels, on va dire, hein, archipels, elles font 80% des touristes dans le monde qui vont dans une destination touristique insulaire. C'est remarquable, quoi. Hein. On est compte, c'est une concentration incroyable. Hein. Et on a là-dedans, si je prends par exemple, évidemment, les Canaries, si je prends les Baléares et autres, on voit bien que les Canaries, c'est des petites îles, finalement, réparties. Les Baléares, c'est un peu la même chose. Donc on voit bien que tout cela nous montre à quel point, si vous voulez, ces îles, à part avec l'Irlande, qui est quand même une grande île. D'ailleurs, je vous dis tout de suite que dans mon calcul, j'ai retenu que, comme île touristique, pour la démonstration, que celle qui avait un certain nombre de kilomètres carrés. Ce qui fait que, voilà, au maximum, je me suis arrêté, on va dire, à la Sardaigne et à Hawaï, qui ont des tailles qui arrivent, comme la Sicile d'ailleurs, à 25 000 km², c'est le maximum que j'ai choisi. Donc, en fait, faisant ça, bon, 18 îles. Alors, ce que je vous dis là, c'est inédit, parce que c'est un calcul personnel. Autre question. Tout à l'heure, je me demandais, ou je vous demandais, combien d'avions dans le ciel? Alors maintenant, une autre question intéressante, parce que l'élève, après tout, pourrait poser la question, j'anticipe, si je veux dire. D'accord, il y a 18 îles, d'accord. Mais alors, il y a combien d'îles dans le monde, en fait? Vous savez combien on aboutit? On aboutit à un nombre énorme. Il y aurait entre 100 000 îles et îlots. C'est considérable. Hein. Or, en fait, à part l'îlot, si je veux dire, de l'île de Pâques, là, il n'y a pas grand monde dans ces îles. Dehors, pour une raison simple, c'est que soit il y a certaines îles qui sont inhabitables, c'est tout vu, quoi. Hein, soit elles ne sont pas intéressantes, parce que les gens qui veulent faire par exemple du balnéaire, ça ne marche pas, il n'y a pas de plage adaptée, il y a tas de raisons. Hein. Mais ce qui compte, c'est que toutes ces îles qui accueillent les touristes ont au moins un point commun, pour la plupart, c'est qu'on peut y arriver en avion, première chose. Deuxièmement, il y a de l'eau. Ah, ça c'est considérable. Parce que sur le nombre d'îles absolues auxquelles je fais allusion, il faut savoir que vous avez pratiquement au minimum la moitié des îles dans le monde qui n'ont pas d'eau. On ne peut pas accéder à l'eau, alors c'est terminé, quoi. Voilà. Et puis autre chose, on voit bien tout de même que plus les îles se rapprochent des continents, plus il y a du monde quand même. Alors du coup, ce que je vais signaler surtout, c'est que l'inégale répartition des touristes qui se combine à une concentration des touristes, ça ne peut pas rester sans impact. Voici
on a récupéré une carte donc, que nous n'avions pas collaboré, mais certains de nos amis l'avaient mise en place au niveau de l'OMT. Voilà donc une carte qui aujourd'hui vous indique un petit peu la géographie des flux émetteurs, d'où partent les touristes, parce qu'ils vont. Voilà. Et regardez bien sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des flux émetteurs qui partent de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et maintenant de l'Asie et l'Extrême-Orient, Japon et Chine. Et ce qui montre bien d'ailleurs que c'est bien le pouvoir d'achat, hein, quand même. Hein. Mais quand même, 54% des flux émetteurs et de la fréquentation touristique, ça se passe quand même sur le monde européen. On englobe un petit peu le Maroc là-dedans, vous voyez, si vous regardez bien, un petit peu Maghreb, on voit bien que ce qui est en vert là, hein, c'est les 3 principales régions réceptrices, oui, donc c'est quand même l'Europe. Et puis l'Amérique du Nord-Est surtout, englobant l'Amérique centrale. Et nous avons l'autre partie qui est de destination réceptrice, qui part de la Thaïlande, qui passe par les îles asiatiques, qui englobe maintenant le Japon et la Chine. Donc, cette carte montre quand même que, je sais bien que c'est une carte planétaire. Alors, nous allons tout à l'heure voir de plus près des choses, montre déjà une inégalité des flux émetteurs, je l'ai dit au début, et puis tout de même une concentration des destinations, ce qui veut dire aussi que sur les impacts, ça fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe si on zoome à l'intérieur? Vous imaginez si demain, les touristes chinois qui sont en Europe, les touristes chinois, le premier marché, c'est la France. Ils viennent en France. Et le premier marché en France, c'est la région parisienne. Alors, si on double simplement les Chinois, dans les 10 ans qui viennent, comment on va faire pour visiter la Tour Eiffel? Hein, vous voyez? Donc, et comment on va faire pour amener tous ces gens-là? D'ailleurs, la Côte d'Azur a une réponse récente. Hein, vous savez que le CRT, les autorités niçoises ont démarché le marché chinois. Et c'est extraordinaire parce que jusqu'à présent, les Chinois allaient directement à Paris et il fallait qu'ensuite ils reviennent à Côte d'Azur, si j'ose dire. Aujourd'hui, on a liaison directe Côte d'Azur-Chine. Regarde, formidable. Ça montre bien que, je reviens à ce que je disais au début sur la Côte d'Azur qui, à mon avis, est la plus ancienne et la plus pérenne des régions touristiques dans le monde. C'est incroyable. Il n'y a aucun exemple ailleurs où depuis 150 ans, les Azuréens continuent à développer le tourisme. Et là, la preuve en est faite que c'est bien une volonté avec ce nouveau lien direct entre Chine et l'Asie. En tout cas, ce que je suis en train de voir sur cette carte, et c'est donc quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, il y a bien planétarisation du tourisme. Mais cette planétarisation, attention, fait que derrière tout ça, c'est la concentration géographique qui pose problème. Regardez le Brésil. On va venir, le Brésil, il est loin. Bon, d'accord, il est loin, alors évidemment, le Brésil aujourd'hui, il n'apparaît même pas dans les classements, je dirais, top des tourismes. C'est vrai que c'est loin, c'est vrai que le Brésil a peut-être autre chose à faire, mais maintenant, il faut savoir aussi que le Brésil se lance en tourisme. Il y a une sorte de planification pour développer le tourisme. Mais alors, il faut y aller avec des avions, quoi. Si les Suédois vont, ou les Norvégiens veulent aller à l'Amazonie, et comment on y va? Alors on y va quoi? En nageant, en prenant des bateaux, en prenant des avions. Tenez, pour montrer l'impact de ce raisonnement, hein, j'ai amusé à faire un autre calcul. Admettons que des Suédois, des écolos suédois, disent voilà, nous on veut aller visiter l'Amazonie, faire des trucs bien avec eux. D'accord. Alors, on prend 300 Suédois, on les met dans un avion. Cet avion, il faut qu'il arrive, je ne sais pas, à un récif, et, un peu plus près quoi, de l'Amazonie. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cet avion aujourd'hui, en termes de carburant, qu'est-ce qu'ils lui font? Qu'après, il retourne, vous faites, le retour. Hein, le retour. Eh bien, je vais vous dire, nos 300 écolos suédois, super, sur place, ils vont faire des choses formidables avec la population locale et tout. Sinon, voilà. L'aller-retour,
ça va représenter en litres de carburant ce que moi j'aurais donc consommé en 70 ans de conduite avec une voiture personnelle en France. Voilà ce que ça veut dire. Bon, vous imaginez, hein, imaginez que je disais au début que sans calcul, il n'y a pas de réponse. Et là, ça pose un problème extrêmement sérieux, c'est évident. Alors, je dirais que ces problèmes de transport, attendez, je vais y revenir une petite seconde, voilà, ces problèmes de transport nous posent effectivement de très nombreux problèmes d'indicateurs et d'impact, avant de passer aux aspects économiques et autres. Je vais dire la chose suivante. En fait, voyez-vous, si maintenant je voulais donc faire un zoom, je vais vous donner quelques exemples de concentration. Ces concentrations géographiques, le problème central, c'est que lorsqu'on a, par exemple, sur des plages, je l'ai dit au départ, hein, trop de monde, ben, ça ne marche plus. Alors, on a mis en place des échelles, on en parlerait. On a fait des calculs qui montrent qu'en fonction des types de pratiques, on aura effectivement tel et tel et tel calcul à faire pour dire que telle et telle chose, ça va entraîner donc une limite. Donc, je prends une limite absolue. La limite absolue, quelle que soit la plage, c'est 300 personnes à l'hectare. Même si la plage elle est belle, de ça, tout ce que vous voulez, elle est résistante, tout ce qu'on veut, quand on est à 300 personnes à l'hectare, on ne peut plus, quoi. On ne peut plus continuer sans des impacts majeurs. Pour ce qui est du tourisme culturel, on le sait, tourisme culturel, quand à la Basilique Saint-Marc, par exemple, on avait du monde qui arrivait en masse, hein, on savait qu'à un moment donné, c'était les œuvres d'art elles-mêmes qui avaient des problèmes, les œuvres d'art elles-mêmes. Donc, vous voyez, ça ne pouvait pas continuer, quoi. Alors, de la même façon, ces calculs nous montrent que, à un moment donné, si les œuvres d'art s'abîment, comment on fait? Alors, je fais une autre parenthèse. Avec moi-même, d'ailleurs, au départ, j'avais été sollicité il y a une vingtaine d'années par les responsables de Venise. D'ailleurs, l'Université de Venise a mis en place à l'époque des enseignements, des formations en économie du tourisme, et puis s'était rendu compte que l'économie, ce n'était pas suffisant, qu'il y avait aussi l'écologie, qu'il y avait aussi les œuvres d'art, le culturel et autres. Et à un moment donné, à Venise, le problème, c'était que dans la basilique Saint-Marc, on voyait des peintures qui se dégradaient. Et on s'est rendu compte, en travaillant avec eux depuis longtemps maintenant, que en fait, c'était tout le gaz carbonique, le CO2 dégagé, non pas par les bateaux, mais par les gens, très nombreux. C'était comme dans la grotte de Lascaux. Hein. En France, on le savait, nous. Et on a dit à nos amis vénitiens, vous savez, il faut calculer le nombre de personnes à l'heure que vous faites rentrer. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, je donne un peu la réponse de ce calcul à l'heure. Ce calcul à l'heure, c'était que si on atteignait 4500 personnes à l'heure et au-delà, et là, les impacts de l'ozone, de CO2, si vous voulez, sur les gaz carboniques, sur les œuvres d'art étaient manifestes. On avait déjà vu ce problème avec le musée des Offices à Florence, ils avaient déjà eu le même type de problème. Et on voit bien aussi que même au Louvre, on sait pertinemment que, d'ailleurs, il y a des moments, si vous remarquez, on ne laisse pas trop s'approcher des gens. Au Louvre, c'est pareil, on sait qu'il y a une limite absolue. Donc, ce qui veut dire que la capacité de charge territoriale, j'y reviens, soit à l'air libre, soit à l'intérieur d'un monument, fait qu'à certains moments, il faut avoir des calculs précis pour gérer les flux touristiques. Et puis, c'est pareil donc sur les secteurs qui sont ouverts, que ce soit les champs de ski, que ce soit les plages et autres. Donc voilà des éléments sur lesquels je voulais insister pour dire qu'il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y a par exemple le fait climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Dans quelle mesure aussi le climat va intervenir. Dans quelle mesure aussi le tourisme peut avoir des incidences autres. Et en effet, nous verrons tout à l'heure que si les impacts existent sur les écosystèmes, et on en parle déjà depuis pas mal de temps, il faut aujourd'hui trouver surtout les calculs qui permettent de gérer les flux et de gérer aussi les transports, nous en reparlerons, il y a aussi des impacts qui sont très forts sur le plan économique et sur le plan social. Bon, alors avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais aussi insister
sur d'autres aspects qu'on n'a pas encore trop développés jusqu'à présent, parce qu'on les verra dans l'après-midi, notamment lorsqu'on nous reparlerons des impacts écologiques directs. Mais j'ose dire que, attention, si on prend le cas, par exemple, des transports, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les transports sont concernés par les limites des flux touristiques, mais ce ne sont pas les seuls. Il est évident qu'en France, le tourisme se rajoute sur les autoroutes. On le voit par exemple lorsqu'il y a les vacances scolaires et tout le monde va faire du ski dans les Alpes. Mais le problème de la France, si vous voulez, c'est que nous sommes un carrefour à la fois routière et aérienne, donc c'est intéressant, c'est pour ça qu'il est impératif chez nous de faire ces travaux. Et puis, j'ajoute aussi que la Méditerranée, on le voit sur cette carte, où on voit que 58% des fréquentations touristiques et autres, ça se passe entre l'Europe de l'Ouest surtout et la Méditerranée. La Méditerranée, et la Côte d'Azur en est un exemple, qui est la plus ancienne localisation finalement touristique. La Méditerranée est un vrai laboratoire. La Méditerranée, vous vous rendez compte, c'est 1%, je parle du littoral, littoral et la mer. C'est à peu près 1%, 1,5% des littoraux mondiaux, et c'est moins de 1% de l'espace maritime mondial, et pourtant, nous verrons que c'est une concentration des plus fortes. Donc voilà, tous ces problèmes de concentration géographique auxquels il faut répondre, qui sont des concentrations géographiques à la fois terrestres, aériennes, marines, car les mers, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, il faut se rappeler quand même que 70% de la surface planétaire, ce sont des écosystèmes marins, et là aussi, il y a des calculs à faire, dont nous reparlerons un peu plus tard. Peut-être que nous pouvons passer à des questions s'il y en a. Une question, comment réduire la concentration géographique des fréquentations touristiques? Oui, alors évidemment, c'est une question centrale, hein, il n'y a pas d'illusion jusqu'à présent. Hein. Alors, le problème qui est posé se pose à différents niveaux. Je m'explique. Hein. D'abord, je disais là précédemment, Guillaume, nos amis, que la capacité de charge territoriale est impérative. Je dis ça parce que, je répète, là, si on fait des calculs, on devrait plutôt, on devrait faire des calculs à chaque fois. Quand on fait, par exemple, je m'explique, quand on fait, je ne sais pas, un complexe touristique, tenez, si on prend la Côte d'Azur, qu'on connaît bien, depuis, on va dire, jusqu'en plutôt aux années 60, ça ne bougeait pas trop. On avait, jusqu'aux années 60, c'était classique. On avait des gens qui venaient à Nice, qui venaient à Cannes, etc., qui venaient se baigner. Depuis, on a construit, on a bâti, on a beaucoup bâti, ça dit au passage. Hein. On a fait des complexes touristiques, on a fait des ports de plaisance. Les ports de plaisance, alors là, c'est incroyable. La Méditerranée, c'est la plus forte concentration mondiale des ports de plaisance. Et la Côte d'Azur y participe. Sur la Côte d'Azur, si on part de Saint-Tropez et qu'on aille jusqu'à Menton, on a une trentaine de ports de plaisance. C'est incroyable. Ils se succèdent presque tous. Bon, on a ça. Ensuite, on avait des plages qui ont été aménagées. Et vous savez que dernièrement, on est revenu là-dessus. Hein. On ne veut plus donner de concessions, on veut limiter, etc. Bon, alors pourquoi? Parce que petit à petit, on s'est aperçu qu'il y a des dégradations, qu'il y a des gestions de déchets et autres. Et alors, on en est venu à ce que nous utilisons depuis longtemps. Parce que la capacité de charge territoriale dont je parle, qui doit être faite dans une étude d'impact pour chaque type de littoral, pour chaque type de construction. C'est-à-dire que quand on construisait, par exemple, un complexe touristique, à l'époque, on ne se posait pas beaucoup la question du nombre de touristes qu'on mettait. Hein. Je prends un exemple très simple. Vous voyez, par exemple, Marina Baie des Anges. On s'est préoccupé surtout. On a dit, voilà, on va faire Marina Baie des Anges, ça fait tant d'appartements, ok, c'est bien. Et en même temps, c'est même mieux parce qu'avant, c'était marécageux, c'est une lagune, c'était pas bien, c'était nul, etc. Donc, on a dit, ça va briser. Mais admettons la chose suivante. Si tous les gens qui ont des apparts descendaient se baigner, tout le monde ferait, c'est impensable. Vous voyez? Et on ne s'est pas posé beaucoup de questions à l'époque, bien entendu. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Alors, la capacité de charge territoriale, elle devrait être utilisée, en tout cas dans les études d'impact. Et aujourd'hui, on a des référents. Alors, c'est bien de savoir, par exemple, que sur telle plage, sur telle côte, attention, là, il faut s'arrêter.
Fort heureusement, j'allais dire fort heureusement, on n'a pas trop dégradé le massif de l'Estérel. Fort heureusement. C'est-à-dire que le massif de l'Estérel, ça peut défendre tout seul, hein, parce que les plats, il n'y en a pas trop, on ne peut pas tolérer, il fait la nage, la nature s'est défendue. Donc, pour dire à tout le monde, et Guillaume, qu'effectivement, donc cette histoire d'impact sur les territoires, ça commence. Ça commence. Hein. Nous avons été appelés, par exemple, en Tunisie, parce qu'il y avait des places qui se dégradaient. Et je faisais allusion au début de mon intervention en disant que plutôt que de parler de durable, aujourd'hui on parle d'optimum, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, hein, j'y reviendrai plus tard. Mais ça voulait dire que nous, notre équipe, c'était les pompiers du tourisme. On nous appelle parce que ça brûle, quoi, les gars. Alors on arrive, ouais, bon, voilà ce qui se passe, quoi, hein, voilà. Donc il y a des moyens, donc capacité de charge territoriale. Il y a même des moyens, d'autres moyens. Quand quelqu'un dit, tiens, je vais faire des hôtels dans une station de ski. Bon, ok, station de ski, c'est bien gentil tout ça. Mais au fait, c'est pourquoi faire. Amener, c'est pour des skieurs. Mais il y a des gens qui achètent des studios cabines, des choses comme ça. Voilà ce qu'on nous raconte. Hein. Voilà. Et alors donc, qu'est-ce qu'on dit nous? D'accord, mais si ski, il y avait un champ de ski. Hein. Et ce champ de ski, lui, ben, il ne change pas. Hein. Il a tant d'hectares. Non, on a fait aussi ce genre de travail. Ce qui fait que ce que je suis en train de dire, c'est que ça paraît être du bon sens, tout ça. Hein. Mais pendant très longtemps, je répète, les acteurs du tourisme, on en reparlera. Les acteurs du tourisme, c'était qui dominait le tourisme? C'était toujours des commerciaux, c'était des hôteliers, des restaurateurs. Après, de l'arrivée, évidemment, les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics avaient aussi d'autres impératifs. Tenez, un élément qui a surpris beaucoup de pouvoirs publics, c'était le conservatoire du littoral et des lacs, des espaces marins, qui a été créé en 1975 en France. Hein. Mais tout le monde n'a pas tout de suite appliqué. Et même à l'intérieur du conservatoire, que nous connaissons bien, au départ c'était l'idée, quoi. Hein, ce qu'on allait faire. Voilà, j'y reviendrai. Donc on a dit, conservatoire du littoral, comment ça va marcher? Eh bien, ça a marché d'abord en prenant des interdictions, et par la suite, il a fallu faire appel à des ingénieurs, de l'ingénierie touristique, pour répondre à la question, où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce que ça commence? Voilà. Je ne vais pas entrer trop dans le détail de tout ça, parce que à ce moment-là, on passerait, faire une formation d'ingénierie, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est de sensibiliser tout le monde. Sensibiliser tout le monde, et puis, non seulement ça sensibilise tout le monde par les écosystèmes, les écologistes y participent, par exemple pour les déchets, ici sur la Côte d'Azur, vous avez une ONG qui s'appelle SOS Grand Bleu, qui fait un formidable travail chaque année pour enlever les déchets dans la mer et tout. Hein. Eh bien, ça existe, mais nous verrons aussi que, attention, les impacts, c'est aussi sur l'économie et sur la société. Et ça, on le verra plus tard.